Et nous sommes de retour sur Direct Investisseur en compagnie de Marc Daguerre de Daguerre Trading. Bonjour. Rebonjour Lucie, bonjour Antoine. Bonjour Marc. On va parler de ce CAC qui a commencé dans le vert. Oui. On avait de bons espoirs sur cet indice. Et puis paf, là, voilà, ça se casse la figure. Enfin, casse la figure, ça paf. Oui, c'est un petit paf quand même. Oui, pour l'instant, on est toujours dans cette phase d'attente dont on parlait déjà la semaine dernière, à savoir, est-ce que ce rebond-là qu'on a eu sur les 3008 est une reprise haussière ou est-ce que c'est un simple rebond technique? Voilà, c'est la même question, avec, à la différence de la semaine dernière, une balance qui pencherait un peu plus désormais pour une reprise haussière, puisqu'on a dépassé une résistance importante à 4100, comme vous le voyez, ce qu'on appelle nous un overlap, donc un ancien point bas qui est venu être dépassé. Et on voit que déjà le CAC commence déjà un petit peu à s'appuyer dessus. Moi, il me semble que cette zone des 4050-4100 devrait tenir et générer un nouvel élan haussier par la suite. Alors justement, Marc, Oui. vous nous avez dit ce matin, Oui. vous avez reçu il y a Oui. une heure, Oui. que vous attendiez un retour sur 4100-4110 pour rentrer en position. Voilà, donc c'est là, exactement ce qu'on a fait ce matin. On est revenu sur 4110. Et là, on remonte un petit peu. Bon, on prend 8 points, mais est-ce que donc vous conseillerez à nos téléspectateurs de rentrer en position maintenant? Moi, je pense que oui, je pense pour que viser plus haut. Oui, je pense que ça peut être une bonne stratégie en termes de money management, puisque le risk-reward est faible. Vu qu'on a tapé déjà les 4100, il y a un stop qui est facilement identifiable. Donc, selon la prise de risque et la durée de... Pour des gens qui jouent le très court terme, par exemple, effectivement, on peut prendre un stop serré un peu en dessous des 4100 et viser, comme je le disais tout à l'heure, au moins les 4002 dans un premier temps. Maintenant, je pense que la véritable question qu'il faut vraiment garder en tête, c'est parce que si ce scénario haussier se valide, vu que les indices européens, notamment le CAC, sont encore en retard sur les indices américains, et que les indices américains valident d'éventuels plus hauts, puisque le S&P est déjà revenu au-dessus des 1009 et pas loin des 2000, donc pas très loin, il a déjà pratiquement récupéré toute sa baisse. Ça voudrait dire que les États-Unis vont donner un nouvel élan qui va être suivi par l'Europe, et à ce moment-là, le potentiel sur l'Europe sera déjà assez intéressant. Donc c'est à surveiller de près, que ça soit sur le CAC ou éventuellement sur des valeurs au cas par cas, qui peuvent, elles, présenter des biais positifs plus clairs que d'autres. Ouais. Effectivement, le S&P et les marchés américains dans leur ensemble la semaine dernière ont fait vraiment un fort rebond. Ils ont pris 5% dans la semaine, et notamment le S&P 500 a fait sa meilleure semaine depuis 2012. Donc assez impressionnant ce rebond, et maintenant, comme vous le dites, on a un S&P qui est pas loin des 2000 points. Voilà, effectivement. Donc là, comme on le voit sur votre graphique, il s'est très nettement, et non seulement nettement, mais vivement affranchi de la barrière des 1900, qui était le dernier point la dernière zone de polarité, là, comme on le voit sur votre point bas en support, donc qui est devenu maintenant un nouveau support. Et là, même si vous preniez par exemple les ratios de retracement de la baisse, je pense qu'il n'y a plus de véritable résistance technique. Voilà, il reste le dernier ratio des 78,6 qui est effectivement le ratio qu'on regarde en dernier recours. Mais bon, ça reste quand même quelque chose qu'on aurait plutôt envie d'acheter. Maintenant, méfions-nous quand même. Rappelons-nous du rebond du CAC qui avait repris 400 points et qui avait un peu la même tête que ça, et qui a fini quand même par donner une nouvelle vague de baisse. Donc, malgré tout, restez prudent, mais si on devait trancher pour l'instant, à court terme, je pense que la hausse est toujours privilégiée. Alors, quelles sont, en dehors de l'indice dont on a parlé, quelles sont vos convictions, par exemple, pour la journée? Alors en dehors des indices forts. Alors j'ai regardé à nouveau, comme on en parlait ensemble, l'euro-dollar, parce qu'on en parlait, je me souviens que je crois qu'on avait donné des zones, etc., qui effectivement est en train de manifester de réelles faiblesses au sein du rebond. Voilà, donc le rebond qu'il avait eu, qu'il a permis de revenir, comme on le voit avec Antoine, là, autour des 1,29, 1,28,80, est en train de faiblir quand même. Donc là, par exemple, sur l'euro-dollar, il faudrait surveiller, je pense, la zone qui serait juste en dessous des 1,28. Et tant que cette zone tient, peut-être que des positions baissières pourraient être intéressantes. En revanche, si jamais l'euro-dollar redépassait les 1,28, je pense que le rebond serait amené à se prolonger, et auquel cas il faudrait couper ces positions baissières. Alors on a mercredi par exemple la Fed qui va se réunir et donc délivrer son message sur sa politique accommodante. Ça va avoir un impact sur le dollar. Oui, ça c'est sûr. Ça va avoir un impact sur le dollar et sur les marchés en général, comme très souvent. Donc c'est un rendez-vous qu'il faut suivre et duquel il faut se méfier, ou en tout cas sur lequel il faut porter son attention, parce qu'effectivement, la Fed étant la
réserve fédérale américaine, donc c'est l'équivalent de la BCE aux États-Unis, et on sait très bien que les États-Unis, pour l'instant, continuent d'un point de vue économique de donner un peu le ton global des marchés de façon assez générale. Oui. Alors justement, sur les devises, lorsqu'on regarde des paires en dollars, là c'est dans 2 jours, on va avoir cette réunion, est-ce qu'on peut se positionner sur ces paires en dollars? Vous voulez dire en amont de la réunion, c'est ça? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux attendre de voir ce que cette réunion va donner? Là, c'est la question que se posent beaucoup d'intervenants et de traders notamment, à savoir quand on a quelque chose comme ça de fondamental qui va arriver, une publication de résultats d'entreprise, est-ce qu'il vaut mieux attendre de savoir, quitte à se positionner un peu en retard après, ou est-ce qu'il vaut mieux faire confiance à son graphique ou ses convictions et justement intervenir en amont pour bénéficier de l'effet qu'on pense avoir? Là, je vous avoue que ça sera vraiment en fonction de votre tolérance de prise de risque. Si vous avez des convictions dans un sens pour des raisons particulières, comme moi je peux en avoir graphiquement par exemple, ça peut être intéressant de se positionner en amont, puisque justement cet effet pourrait nous faire bénéficier d'un mouvement dans lequel on serait déjà. Et on sait très bien que sur le Forex notamment, ça peut aller vite et on peut prendre un certain nombre de pips assez rapidement. Donc oui, ça peut être intéressant de se positionner sur les paires en dollars, et de toute façon, avec les phénomènes de ricochet, parfois vous pouvez même avoir des répercussions sur les paires sans le dollar. Par exemple, ce matin, on parlait de la paire dollar australien face au dollar. Oui. C'est une paire qui peut être intéressante à jouer. Vous trouvez qu'il peut y avoir des opportunités sur cette paire-là? Par rapport à d'autres paires comme l'euro-dollar, par exemple. Alors, si on peut avoir le graphique, comme ça, voilà. Moi, là, ce qui m'intéresse ici, dans ma partie à moi, si on regarde la dernière petite zone de correction là, à très court terme, qui a lieu autour des 0,88, on a ce qu'on appelle une petite ABC. Donc pour moi, là, c'est une paire qui a un potentiel haussier. Rappelez-nous ce que c'est que ABC. Alors une ABC, comme on le voit, si on peut le zoomer dessus. J'étais en données horaires, mais là, c'est en données quotidiennes, d'accord. Oui. Mais, ok, alors si on regarde en données horaires à nouveau, par exemple, pour regarder sur du court terme, voilà. Si on regarde en données horaires et qu'on zoome un petit peu. Voilà, comme on était tout à l'heure, on va voir que là, Antoine, si vous entourez, voilà, cette petite zone-là, vous voyez, si on part du premier haut là, on a 3 jambes comme ça, A, B qui remontent et C. Donc ces zones-là sont très souvent, en termes de technique, des zones de temporisation qui donnent suite à une poursuite du mouvement qui les précédait. Donc comme là, on a une vague de hausse et une ABC, ma discipline tend à vouloir croire qu'on pourrait effectivement revenir un peu en dessous des 0,89 qui est le précédent top en reportant la vague de hausse qu'on avait avant la BC. Maintenant c'est sur du court terme, mais ça reste tout à fait intéressant à trader justement en quotidien. Effectivement, c'est vrai qu'on va voir la réunion de la Fed mercredi. Oui. Et plusieurs voix tendent à dire qu'on est plutôt sur un discours plus accommodant que précédemment, ce qui pourrait justement faire baisser le dollar et donc monter les paires en dollars, justement comme l'AUD ou le NZD. Sinon, Marc, vous vous intéressez aux métaux? Oui, je regarde les métaux. Voilà. Oui. Qu'est-ce que vous regardez principalement? En général, les métaux, on regarde l'or en premier, comme d'habitude, qui est quand même la paire majeure qui est la plus suivie. Alors, ce que je disais rapidement ce matin avec Lucie, mais qu'on va développer un petit peu plus là, c'est que l'or a commencé à manifester une faiblesse relative quand même par rapport au rebond duquel il venait sur les 1180. Donc, on avait déjà parlé la semaine dernière de ce niveau des 1180 qui avait déjà soutenu le marché de l'once à 3 reprises. Maintenant, ce que je disais aussi qui est intéressant, c'est que parfois quand vous regardez le graphique de l'or et vous vous dites, bon, est-ce que l'or est en train de faiblir ou est-ce que finalement il est en train juste de faire une petite pause au sein de son rebond? Pensez toujours à jeter un coup d'œil sur l'argent, donc ce qu'on va faire ensemble là. Ils sont corrélés, les deux marchés sont très corrélés. Voilà, ils sont très corrélés. Parfois, l'un peut vous donner une indication sur l'autre. Et l'argent, quand même, si on regarde l'argent là, voilà, qu'Antoine vient de nous mettre, déjà, on voit que la faiblesse est un peu plus forte sur l'argent. On a plutôt envie de se dire que c'est la fin d'un rebond technique. Et si Antoine peut resserrer un tout petit peu le graphique, le mettre, je sais pas, sur une... On va voir, comme on le voyait la dernière fois. Donc, c'est-à-dire si on prend sur du plus long terme, en fait. Ah, d'accord. Ouais, non, sur du resserrer, plus long terme. C'est-à-dire, prendre sur du plus long terme pour qu'on voit le triangle là dont on parlait ensemble la dernière fois. Voilà, ici, vous voyez la zone de résistance 2 là qui est indiquée sur le graphique,
qui avait soutenu le marché à plusieurs reprises, a été enfoncé. Donc c'est aussi un signal de potentiel de baisse important. Donc l'argent étant plutôt faible, est-ce qu'il ne pourrait pas nous donner une forme d'indication, pour une fois à l'inverse, sur l'or et se dire que c'est peut-être une bonne zone de prise de position baissière. Et en tout cas, si on me demande sur quel métal intervenir des deux, c'est peut-être mieux quand même d'intervenir dans ce cas-là sur l'argent. Parce qu'il a déjà enfoncé... Parce qu'il est plus fort, il est plus dynamique. Parce qu'il a déjà enfoncé le support que l'or n'a pas enfoncé et que parfois l'argent peut maintenir des faiblesses baissières, tandis que l'or, lui, va pouvoir peut-être garder un... C'est-à-dire que même si elles sont très corrélées, elles ne sont pas non plus calcables l'une sur l'autre. Ça peut arriver qu'elles aient des différences de sens, pas sur du très long terme, mais en tout cas sur quelques semaines, c'est tout à fait envisageable. Donc moi, je me positionnerais plutôt à la baisse sur l'argent, avec encore une fois un stop assez facilement envisageable, avec un bon risk-reward, puisque le stop serait sur le dernier plus haut du rebond. Et donc technique. là, Marc, vous visez combien sur l'argent si vous rentrez alors là, dans un premier temps, si on rentre là, voilà, donc par exemple, si on rentre là, on va dire sur du swing trading ou du moyen terme, on peut placer un stop sur les précédents plus hauts, autour des 17,70, voire les 18 pour se donner une petite marge, et viser largement, puisque si on réduit et qu'on regarde la phase de baisse qu'on avait à l'entrée du triangle, on peut viser sous les 16 dollars assez facilement. Donc bon, sur l'enfoncement du précédent point bas, vous voyez toute la phase de baisse de laquelle on vient avant l'entrée dans ce triangle. Si on reporte proportionnellement cette phase de baisse, même si on prend le premier ratio à 61%, 61,8% de Fibonacci, on va arriver autour des 15 dollars déjà. Donc ce qui nous donne un potentiel de baisse assez intéressant dans un premier temps. Merci beaucoup Marc Daguerre. Merci à vous. Fondateur de Daguerre Trading, pour ces points donc, sur les indices et les métaux. Merci. On va maintenant passer à une petite page de publicité et se retrouver pour la suite de Direct Investisseur.